panafricanisme, on en entend beaucoup parler dans le contexte actuel. Vous le pratiquez en vrai en publiant de nombreux ouvrages dédiés à cette thématique. Comment le définiriez-vous au moment où de nombreux pays africains souhaitent s'émanciper de l'influence occidentale? D'abord, la question de la définition du contenu, en tout cas, du panafricanisme, mais est même un enjeu. Et vous me permettrez un peu de faire un peu d'historiographie parce que le contexte actuel a retenu comme marqueur définissant le panafricanisme l'État fédéral africain. Il y a eu déjà en 60 Nkrumah qui a eu la lumineuse idée de dire qu'il nous faut donner une réponse pratique opératoire qui permette à l'Afrique, n'est-ce pas, de sortir de ces problèmes, d'être une puissance comme tous les autres pays, dans un monde où sont attendus les grands ensembles. Le monde d'aujourd'hui, le monde de demain, ça va être le monde des grands ensembles. Et quelle va être la place de l'Afrique dans ce monde-là, avec tous les atouts que le continent a en termes d'étendue, en termes de ressources? Alors, ils ont trouvé que si on applique le modèle des États-Unis d'Amérique, mais les mêmes causes vont produire les mêmes effets, c'est-à-dire que si on crée un État fédéral, comme les États-Unis d'Amérique, on va avoir un État fédéral africain qui va être une puissance comme les États-Unis d'Amérique. Et cette puissance-là va être supérieure à d'autres pays qui ont fait des États fédéraux. Parce que l'Afrique a une dimension et des ressources qu'aucun autre peuple au monde n'a. Et avec la dividende démographique, l'Afrique va être en 2050 peut-être 3 milliards d'habitants ou 2 milliards. Mais l'Afrique ne pourrait qu'être parmi les grands ensembles, n'est-ce pas, le continent qui va compter et peser par sa puissance. Et c'est donc le contenu aujourd'hui qui est fixe, n'est-ce pas, retenu par les ouvrages de Nkrumah, par les ouvrages de Cheikh Anta Diop qui avait écrit un livre intitulé Les fondements culturels et économiques de l'Afrique, et par un livre d'Abdoulaye Wade intitulé Un destin de l'Afrique, qui donne une stratégie de mise en œuvre d'un État fédéral. Donc, ce contenu actuel, c'est l'État fédéral. Mais le contenu des débuts de la conceptualisation, c'était la quête de l'unité, une quête qui est une quête historique, un besoin de solidarité entre nous les Africains pour sortir du joug de la domination occidentale qui s'exprimait sous une forme, n'est-ce pas, suprémaciste pour dominer le monde. Voilà donc la définition que je peux donner, qui est la plus actuelle, mais j'ai essayé de faire passer en revue, n'est-ce pas, l'évolution des contenus qui ont eu à attribuer au panafricanisme. Voilà, donc moi, l'avantage que j'ai eu de pouvoir justement en donner une définition, c'est que mes fonctions de ministre chargé du panafricanisme m'ont donné un avantage exceptionnel. Cet avantage-là m'a permis de pouvoir faire la recension, l'état des connaissances sur le panafricanisme, de connaître toutes les dépositions des ouvrages qui ont été écrits sur le concept et les luttes qui ont été menées sur le terrain que j'ai menées moi-même pour pouvoir avoir ce privilège-là de pouvoir me prononcer sur les définitions, d'en donner un contenu qui fédère et qui permet à tout le monde d'être d'accord. Alors, quels sont selon vous les principaux moteurs qui poussent de plus en plus les pays africains à rechercher une plus grande indépendance vis-à-vis de l'Occident? Moi, je retiens comme moteur la conviction qu'a la jeunesse africaine aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, qui leur permet d'échanger, de se donner des contenus, n'est-ce pas? La conviction que l'État fédéral va finalement permettre à l'Afrique de se sortir d'affaires. Si bien que aujourd'hui on parle de basculement, qu'on a atteint le point de basculement vers un destin fédéral. Déjà, Nkrumah le disait, Cheikh Anta Diop l'a réédité, mais aujourd'hui, de plus en plus, si on regarde des pays comme la Confédération des États du Sahel, qui ont amorcé cette trajectoire, vous comprenez que le moteur, c'est la conviction qu'aujourd'hui, le panafricanisme est le référentiel le plus puissant au-dessus de toutes les autres idéologies pour donner à l'Afrique les moyens de parvenir à se libérer du joug de l'Occident global.
Alors, il y a des défis que les pays africains doivent relever pour parvenir à une indépendance réelle, notamment sur les plans économiques, politiques et même culturels. Quels sont ces défis d'après vous? D'abord, parmi ces défis, je retiendrai le défi de la souveraineté. Souveraineté sur nos ressources, souveraineté sur notre capacité d'autoconstruction de notre développement, n'est-ce pas? Et la première des séquences à régler, c'est le défi de la sécurité. Et c'est ce qu'a amorcé les États du Sahel. Cheikh Anta Diop le disait que la sécurité précède le développement. Vous aurez remarqué, même la Russie et l'Union soviétique, c'est cette séquence qu'ils ont essayé de régler avant d'entamer la conquête d'autres secteurs. Parce que les Russes, comme les Africains, ont été confrontés à la domination globale, n'est-ce pas, à la domination de l'Occident global, qui fonctionne sous le leadership des États-Unis. Et vous comprenez que si aujourd'hui, par exemple, les Russes avaient mis toutes leurs compétences, le capital humain, la maîtrise technologique, dans des secteurs économiques, ils auraient dépassé toute l'Union européenne. Puis ils ont mis leur stratégie d'investissement de leur capital humain, de leur moyens technologiques, dans la sécurisation pour pouvoir être capable d'assurer leur souveraineté. Et c'est cette souveraineté qui fait qu'aujourd'hui la Russie est imbattable et peut permettre aujourd'hui même à des pays comme l'Afrique d'appliquer ce même modèle. C'est pourquoi entre la Russie et nous comprenons parce que nous traversons, nous vivons les mêmes exigences et les mêmes défis d'une manière générale. Vous comprenez? Voilà. Alors, est-ce que vous sentez une opposition ou plutôt une résistance de la part des anciennes puissances coloniales face à ce mouvement croissant d'indépendance en Afrique? Mais l'Occident global est dans une résistance parce qu'il se sent menacé par, n'est-ce pas, l'exigence de conquête de souveraineté des peuples africains. Vous savez, le rapport, le standing de développement économique, de puissance même relative de l'Occident sous la direction des États-Unis, n'est-ce pas, dépend de leur exploitation des ressources africaines qu'ils n'ont pas chez eux. Vous avez donc l'Occident, l'Union européenne, qui n'a pas dans son sous-sol des ressources qui peuvent alimenter leur industrie, mais ils deviennent riches par l'exploitation des ressources africaines à bon marché. Nous qui avons sous nos pieds des ressources innombrables, nous sommes pauvres parce que nous ne pouvons pas exploiter nous-mêmes pour notre propre intérêt, nos propres ressources. Voilà ce type de rapport et de rapport de dépendance créé, provoqué, n'est-ce pas, qui permet alors d'avoir un standing qui est artificiel. Si on inverse ce rapport-là, c'est nous qui allons être une puissance et l'autre va se déclasser d'une manière radicale. Vous comprenez, il y a même un ministre des Finances qui s'appelle Thierry Breton qui attire l'attention de Macron pour dire que si jamais ils ne vont pas reprendre la main à l'AES et que ces gens-là réussissent à créer leur État fédéral, mais les Français vont devoir dans 10 ou 20 ans aller chercher de l'emploi en Afrique. Parce que si ces Africains réussissent, n'est-ce pas, à régler le problème de sécurité et à capable de s'industrialiser, donc de transformer industriellement leurs produits, leurs matières premières, mais ils deviennent puissants et riches et vont servir de modèle à toute l'Afrique qui va basculer d'une manière généralisée vers un État fédéral continental. Et ça fait peur et ça explique la résistance qu'on est en train d'assister. Et quand l'Europe résiste comme ça, pour se préserver ses avantages, n'est-ce pas, indûment acquis par la prédation, mais elle fait de la guerre par proxy, elle fait de la guerre informationnelle. C'est à quoi on assiste. Aujourd'hui, les pays qui résistent, n'est-ce pas, qui entreprennent de conquérir leur souveraineté et de se développer, n'est-ce pas, vous voyez l'Occident global leur faire la guerre avec, n'est-ce pas, des groupes armés qui viennent intervenir dans l'espace sahélien. Et aujourd'hui, ils sont en train de résister pour que les Africains ne réussissent pas leur projet d'État fédéral qui les libère, n'est-ce pas, du joug de la domination de l'Occident global. Parce qu'il y a un général qui s'appelle le général Lecointre, qui dit que
il va falloir qu'ils interviennent d'ici une dizaine d'années si ils arrivent à perdre l'AES. Donc, ils résistent. Alors, vous le dites, hein, il faudrait que les pays africains se développent et cela passe par l'industrialisation. Mais selon vous, quel est le processus que devraient adopter les pays africains pour pouvoir véritablement atteindre cette industrialisation? Le processus, il est dans le mode opératoire qui réalise l'État fédéral. D'abord, la première séquence, c'est la séquence sécuritaire. C'est la sécurité qui doit précéder le développement. Et donc, pour la sécurité, nous avons l'opportunité et l'avantage de pouvoir travailler avec des pays émergents comme la Russie, qui ont une capacité de nous donner les moyens militaires d'assurer notre propre sécurité. Et ils le font aujourd'hui. Ça a permis de libérer Kidal, ça a permis de libérer, n'est-ce pas, toute la bande sahélienne des groupes armés. Et ce modèle-là, qui avance, s'applique, mais va aller au deuxième palier qui est, n'est-ce pas, l'investissement dans l'industrialisation et la transformation industrielle des matières premières. Après ce deuxième jalon, qu'est-ce qui reste? C'est d'aller vers l'unité politique. L'unité politique, ça fait quoi? Ça ferme toutes les portes d'entrée qui existent à travers l'existence des pays balkanisés. Tous les pays africains, les 54, sont des portes d'entrée, n'est-ce pas, des pays, des puissances étrangères. Si vous créez une unité politique, c'est un seul exécutif, un seul président, il n'y aura qu'une seule porte d'entrée, c'est le président de l'État fédéral. Et ça, l'Afrique se renforce dans sa propre sécurité et dans sa capacité, n'est-ce pas, de se donner les moyens de s'industrialiser à grande échelle. Vous voyez donc comment le processus et le mode d'emploi de l'État fédéral permet aujourd'hui à l'Afrique de s'en sortir. C'est exactement ce qui est en train d'être fait avec l'AES. Docteur Amadou Lamine Faye, comment les jeunes générations africaines perçoivent-elles le panafricanisme et quel rôle peuvent-elles jouer dans la poursuite de cette indépendance? Mais la jeunesse africaine perçoit le panafricanisme comme l'unique issue, comme le dit le titre du livre de Théophile Obenga. Je rappelle que Théophile Obenga a été l'assistant de Cheikh Anta Diop au colloque de Caire où les sommités scientifiques internationales ont eu à croiser l'affaire avec Cheikh Anta Diop pour régler la question définitive, n'est-ce pas, de l'antériorité de la civilisation égypto-nègre, de l'antériorité nègre de la civilisation égyptienne. Et c'est cette personne-là qui connaît à la lettre et au mot l'esprit du projet de Cheikh Anta Diop a écrit un livre pour dire que l'État fédéral est la seule issue. Donc, la jeunesse africaine, aujourd'hui, trouve parfait qu'aujourd'hui, c'est seule cette voie-là, le panafricanisme, qui peut leur donner un avenir, un destin meilleur. Quel exemple actuel ou récent illustre le mieux le succès des initiatives panafricaines pour réduire la dépendance vis-à-vis de l'Occident? Mais l'exemple qui illustre le mieux aujourd'hui, c'est la Confédération des États du Sahel, qui donne le meilleur exemple et qui traduit l'application du mode d'emploi de la formule de l'État fédéral. Ici, ajoute qu'il y a de nouveaux leaderships jeunes qui savent parler aux jeunes, qui ont apporté un travail énorme pour faire la promotion du panafricanisme. Je peux citer comme Kémy Séba. Je rappelle que Kémy Séba, c'est moi qui l'ai amené au Sénégal où il a fait son envol en Afrique. C'est moi qui l'ai amené ici au Sénégal avec un ami panafricain de Congo pour qu'il vienne nous appuyer dans la promotion d'un panafricanisme qui passe par les peuples et qui doit mobiliser la jeunesse pour nous trouver des leaders panafricains qu'on devrait mettre à la tête de chaque État africain. On avait pensé qu'en mettant à la tête de chaque pays africain, on passe plus facilement vers un État fédéral que s'il n'y a pas de chef d'État en majorité panafricain à la tête des États africains. Donc, il y a le modèle en œuvre de l'AES et
n'est-ce pas, le travail de communication, les grands communicants comme les Nathalie Yamb, les Kim Seba, que je salue, parce que voilà, je suis surpris par le succès qu'il obtient, par l'efficacité de son discours et de la permanence de son engagement. Donc voilà pour moi les deux facteurs qui permettent donc... La coopération avec la Russie et les pays émergents est souvent vue comme une alternative à l'influence occidentale. Quelles sont les opportunités pour l'Afrique, selon vous? Mais la Russie déjà est une opportunité pour l'Afrique, parce que seule la Russie a donné la preuve qu'elle est seule, elle est la seule puissance disposée à nous donner les moyens d'assurer notre sécurité, qui est la première séquence dans notre lutte à gagner. Donc la Russie est une opportunité, la Russie est une alternative sur beaucoup de plans, parce qu'elle peut nous offrir, n'est-ce pas, ce qu'elle a comme compétence distinctive, c'est-à-dire que l'investissement sur les infrastructures, ils sont très forts en infrastructures, en complexe militaro-industriel, ils sont très forts en usines de production d'énergie nucléaire clé en main, c'est les meilleurs au monde. Ils ont aussi d'une capacité de formation, n'est-ce pas, qui peut relever le capital humain scientifique africain. Vous comprenez? J'ai vu qu'au Burkina Faso, ils ont envoyé beaucoup de jeunes à se faire une formation pour préparer l'implantation d'une énergie nucléaire chez eux, parce qu'il y a l'uranium à côté. Donc, les Russes peuvent nous apporter beaucoup de choses, comme d'autres pays émergents. La Chine, avec sa puissance financière, est un bon levier pour nous pour des financements massifs dans des secteurs prioritaires stratégiques, n'est-ce pas? Voilà, donc avec les BRICS, n'est-ce pas, créés par la Russie et la Chine et autres, nous avons une alternative sérieuse qui permet de dire que le processus qui est engagé vers la souveraineté, n'est-ce pas, est hors d'atteinte aujourd'hui grâce à la Russie qui a pu armer les peuples pour faire en sorte qu'ils puissent se sécuriser et aller plus en avant vers l'industrialisation. Alors, quelles sont les différences fondamentales entre les approches occidentales et celles de la Russie et des pays asiatiques en matière de coopération avec l'Afrique? Mais la différence entre le modèle occidental et le modèle russe, et d'une manière générale les pays émergents, c'est que l'Occident global fonctionne encore jusqu'à nos jours sur un modèle qui est un modèle social, économique, qui a fait beaucoup de tort à l'humanité. Parce que ce modèle est générateur de guerre et de prédation. Et ils ne sont pas encore prêts à changer parce qu'ils pensent que jusqu'à maintenant, ils sont dans une bonne posture pour perpétuer leur domination, alors qu'ils oublient que face à eux, les peuples sont en train de s'éveiller pour exiger d'avoir les mêmes droits de souveraineté sur les ressources, d'avoir les mêmes droits de dignité pour nouer des partenariats gagnant-gagnant, win-win. Et c'est ce qu'offre justement comme alternative, comme différence, les Russes n'ont aucun contentieux colonial avec les Africains. Ils ont toujours aidé les Africains à l'époque de la lutte pour les indépendances. Aujourd'hui, ils les aident aussi à se sortir d'affaires pour avoir leur sécurité, pour aller vers leur souveraineté. Et aujourd'hui, ils ont les moyens de nous assister sur les problèmes agricoles. Vous avez vu comment la Russie, quand elle a subi des sanctions, n'est-ce pas, comment elle a investi son génie dans la production du blé et pour devenir les premiers producteurs de blé au monde. Et qui maintenant la Russie est disposée à aider l'Afrique dans une phase transitoire à régler leurs problèmes alimentaires, de sécurité alimentaire. Donc, les modèles sont différents. Les modèles de la Russie, c'est pour créer un monde multipolaire qui va fonctionner sur une base de respect de la dignité des peuples à s'autodéterminer. Alors que le modèle occidental, il doit être un modèle unicentré qui s'impose à partir d'une valeur de puissance et d'agression. Et voilà, c'est des modèles différents. Et nous, en termes
vu que nous sommes un pays en voie de développement et qui voulons aller vers l'émergence et le développement, notre choix devrait être d'aller nouer une partenariat stratégique avec les BRICS et d'une manière générale avec la Russie. Alors, selon vous, quel secteur de l'économie africaine bénéficierait le plus des nouveaux partenariats avec la Russie et l'Asie? Les secteurs qui bénéficieraient le plus de partenariats avec la Russie, par exemple, c'est le secteur militaro-industriel, parce que nous avons besoin, l'Afrique est un grand continent qui doit être sécurisé, n'est-ce pas, de manière efficace. Et ça demande des moyens militaires extrêmement puissants et sophistiqués pour contrôler notre espace aérien, les mers africaines, n'est-ce pas, tout autour du continent, et la sécurité intérieure. Et ça, il n'y a que la Russie qui a la compétence et les moyens, une industrie qui peut nous aider sur ce plan-là. L'autre, c'est sur le plan énergétique. C'est-à-dire que la capacité de production énergétique de l'énergie nucléaire et d'autres énergies hydrauliques et autres, ils en ont une compétence distinctive. Nous avons aussi la formation du capital humain scientifique. Les Russes produisent beaucoup d'ingénieurs par an. Ils font partie, je crois, des 2 pays qui produisent le plus d'ingénieurs par an au monde. Je pense 3 ou 2 grands pays au monde qui produisent le plus d'énergie au monde. Bon, vous voyez, donc, ils peuvent beaucoup nous apporter. Donc, sur ces secteurs-là. En quoi la réorientation des alliances vers la Russie et l'Asie pourrait-elle modifier les équilibres géopolitiques en Afrique et au-delà? Le monde a besoin de se mettre dans un nouvel ordre mondial multipolaire qui va rééquilibrer les rapports entre les peuples et l'asseoir sur une base de respect de la dignité des peuples. Comprenez? Et sur ce plan-là, je pense que les Russes et nous, les Africains, vivons, n'est-ce pas, les mêmes préoccupations. Vous savez, les Russes, lorsqu'ils ont fait à l'époque de l'Union soviétique, lorsqu'ils ont fait leur révolution en 1917, immédiatement, ils ont été attaqués par des armées blanches autour pour étouffer cette révolution. C'est les Russes, les Soviétiques se sont battus de 1917 jusqu'à 1922 jusqu'à vaincre les armées étrangères et se dire que c'est avec l'État fédéral qu'ils peuvent pérenniser leur sécurité et ils ont investi sur l'État fédéral qui a donné ces résultats aujourd'hui. Les Russes, vu leur étendue, de 11 ou 12 fuseaux horaires, sont capables de sécuriser leur pays. L'Afrique a besoin d'avoir le même modèle. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que le monde multipolaire puisse s'imposer et permettre que la barbarie disparaisse de la terre. Parce que le monde unipolaire a été la source de toutes les guerres, des guerres meurtrières. Et je crois qu'il est temps que l'humanité tire les leçons de ces conséquences néfastes d'un monde qui fonctionne sur une seule puissance globalisée et qui fait qu'en soumettant les autres par la force, provoque la guerre. Alors, pensez-vous que les pays africains doivent également revoir leur coopération avec les institutions financières internationales telles que le FMI et la Banque mondiale? Les BRICS sont une alternative au Fonds monétaire, n'est-ce pas? Et à la Banque mondiale, déjà, il y a une banque de BRICS qui siège à Shanghai, dirigée par Dilma Rousseff, n'est-ce pas, l'ancienne présidente du Brésil, n'est-ce pas? Vous voyez, donc, avec les BRICS, le monde s'organise pour créer, n'est-ce pas, des institutions nouvelles capables d'assurer un bon financement du développement international des peuples. Alors, pour conclure, Dr Amadou Lamine Faye, quel avenir envisagez-vous pour l'Afrique dans les 20 prochaines années? L'avenir que j'envisage pour l'Afrique, c'est que l'Afrique, d'ici les prochaines 20 années, va être la première puissance. L'une des premières puissances. Alors, parce qu'au regard de son atout, de son étendue, si l'Afrique crée l'État fédéral, l'Afrique va accélérer sa marche pour devenir une puissance qui va compter. Vous comprenez? Et elle va avoir la souveraineté sur ses ressources. Dès lors qu'elle aura la souveraineté sur ses ressources, elle va les transformer industriellement, elle devient une puissance. Elle devient une puissance comme les autres. Et étant une puissance, l'Afrique va
faire émerger ces valeurs qu'il tire du moule civilisationnel qui a pour marqueur le matriarcat, qui fait de la femme celle qui a donné la vie, qui la protège, donc transfère ces valeurs, n'est-ce pas, du respect de la vie, n'est-ce pas, et du vivant, n'est-ce pas, que va le transférer au monde, et que on pourrait voir à partir de l'Afrique le redéploiement d'une nouvelle conscience humaine qui va fonctionner avec, n'est-ce pas, la paix et la fraternité humaine. Alors, docteur Amadou Lamine Faye, s'il vous était donné l'opportunité d'adresser un message à l'endroit des pays africains, quel serait ce message? Le message que je donne à tous les peuples d'Afrique, c'est rapidement d'aller vers l'État fédéral, d'amener les dirigeants à s'engager, à accepter d'aller vers l'État fédéral. Il faut exiger de chaque responsable politique qui brigue les suffrages des Africains dans chaque pays, que chaque dirigeant inscrit dans son programme, dans son offre politique, le projet de créer, l'engagement de créer un État fédéral africain. Ce faisant, si on l'obtient de chaque dirigeant, chaque leader, le processus d'accélération de l'État fédéral va se faire et va aboutir le plus possible. Docteur Amadou Lamine Faye, merci d'avoir accepté notre invitation sur RT en français. Également, merci à vous d'avoir été des nôtres sur RT en français. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.